Que chaque internaute est un client potentiel, mais aussi une menace. Sur les 200 millions de messages publiés chaque année en France, 20 millions véhiculent des opinions sur des produits ou sur des personnes. Autant dire les enjeux de l'e-réputation pour une entreprise. On en parle ce soir dans Paris d'avenir. Évidemment, quand on parle d'e-réputation, on voit plutôt le mauvais côté des choses. Alexandre Lalande, fondateur de YouSeeMe. Alors voilà, je disais une entreprise, ça peut être aussi bien des clients mécontents que la concurrence, des critiques de la société civile. Ça peut venir de tous les côtés. Ça peut être également essayer de se faire connaître, prendre sa place, communiquer autrement avec de nouveaux canaux. Jusqu'à présent, enfin traditionnellement, les gens communiquaient sur la presse ou des supports qui étaient assez onéreux. Les réseaux sociaux ont complètement tout chamboulé. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus stars sur Internet avec très peu de moyens et qui sont connus. Donc il est vrai que des entreprises aujourd'hui s'intéressent à une communication sur Facebook, sur YouTube, sur Twitter. Après, effectivement, par rapport à la surveillance, on va regarder les posts qui sont faits sur Facebook, par exemple, sur cette entreprise, les tweets qui la concernent. On peut voir, par exemple, qu'en ce moment, les institutions s'intéressent aux faux avis qu'on va trouver sur TripAdvisor ou ce type de choses qui faussent tout. Donc, effectivement, il y a de nombreux supports qui sont à disposition et surtout les gens sont assez férus, ils sont intéressés, ils deviennent fans d'eux-mêmes en fait sur une page, ils s'abonnent eux-mêmes au compte d'une entreprise et c'est vrai que c'est un petit peu en même temps la course aux followers, la course aux fans et on dit tiens ils communiquent bien, ils communiquent pas bien. Et quitte à avoir quelque chose, il faut avoir quelque chose de dynamique, d'interactif et de sincère. Et c'est toute la difficulté pour une marque d'être présente, mais pour de bonnes raisons. Et de tout surveiller. Alors parfois, justement, ça peut faire un très mal. Hein, c'est ce qu'on va voir avec Isabelle Golens qui revient. Bonsoir Isabelle, avec ce concept de web guérilla. Oui, je ne sais pas si vous en souvenez, c'est le combat de Greenpeace contre Nestlé. C'est un vrai cas d'école de cyberbataille. C'est il y a 1 an et demi à peu près, l'ONG écologique décide de lancer une campagne fracassante pour dénoncer l'utilisation de l'huile de palme dans les fameuses barres KitKat. Elle reproche au grand groupe agroalimentaire d'être à l'origine de la destruction de milliers d'hectares de forêts tropicales, entraînant par là la disparition d'espèces végétales et animales. Le moyen utilisé par Greenpeace, la diffusion à grande échelle d'un spot vidéo KitKat détourné, clip dans lequel on pouvait voir un homme croquer un doigt ensanglanté d'orang-outan. Ajoutez à cela des logos détournés, des lettres types à envoyer aux dirigeants de Nestlé ou encore la page Twitter de l'ONG habillée du jeu de mots killer au lieu de KitKat. Résultat, en quelques heures seulement, des milliers d'emails sont envoyés au groupe suisse et des commentaires assassins sont postés sur leur page Facebook. L'action de Greenpeace fait même les titres sur la chaîne américaine CNN et très vite aussi le cours de bourse de Nestlé chute spectaculairement. Et donc comment a réagi la marque a dû prendre ça vraiment de plein fouet. Alors elle a réagi très vite. Première décision annoncée dans un communiqué qu'elle arrête immédiatement sa collaboration avec son fournisseur indonésien d'huile de palme. Dès le lendemain de l'attaque, la marque met en ligne une page de questions-réponses mais sans permettre de laisser des commentaires. Et justement, c'est la seconde étape de la riposte qui est controversée. Le groupe décide de faire interdire la vidéo, ce qui fait monter le buzz au lieu de le calmer. En réagissant finalement par la sanction et la menace, c'est l'image de Nestlé qui n'en sort pas vraiment grandi. Autre erreur notée par les communicants, le groupe suisse avait tendance auparavant à médiatiser, à mettre en avant sa politique de développement durable. Du coup, l'erreur était encore moins pardonnable. Il fallait être irréprochable. Alors on le voit, Édouard Filias, le directeur associé d'image et stratégie, dans cet exemple de Nestlé tout de suite qui a un peu contre-attaqué. Et vous dites justement, il ne faut pas se braquer. C'est pas si facile que ça pour une entreprise quand elle est attaquée comme ça. Oui, non, mais c'est un vrai cas d'école. Vous avez raison de l'avoir choisi pour illustrer cette problématique parce que Internet, c'est le média des questions. C'est le média où les gens vont poser des questions. Ils les posent sur Google, naturellement, mais ils vont aussi répondre, ils vont chercher des réponses sur Doctissimo, sur Wikipédia, sur etc. Et ils vont aussi sur les pages Facebook des entreprises, notamment quand il y a une crise, ou sur leur compte Twitter, et ils vont poser des questions à ces institutions ou à ces organisations. Et aujourd'hui, les organisations et les gens qui les dirigent, notamment leur communication, ne sont pas outillés, ni techniquement. Albéric a raison de rappeler ce point-là, c'est-à-dire qu'il y a des compétences techniques qu'il faut maîtriser et connaître, mais ils ne sont pas non plus outillés, et c'est probablement plus ennuyeux, culturellement, pour rentrer dans un dialogue avec leurs audiences. Quelqu'un pose une question sur Facebook, elle me gêne, je ne la supprime pas, je réponds.
j'argumente, Oui. je modère, éventuellement si la question a franchi certaines limites. C'est aujourd'hui une culture d'entreprise qui est Il n'y loin a pas d'être... qu'une culture d'entreprise, c'est une culture humaine aussi, parce que je crois que voilà, Absolument. sur Facebook, on arrive facilement à supprimer, et puis vite, alors que finalement, on peut aussi entrer dans le dialogue, comme dans la vie courante. Alors justement, supprimer, Albéric Guigou, un cofondateur de Réputation Squad, vous le disiez, hein, vous ne faites pas que nettoyeur du net, hein, c'est pas évidemment, mais c'est quand même une des bases, et voilà, comment faire pour supprimer en particulier des contenus négatifs. La suppression est quelque chose que nous pratiquons beaucoup plus pour les individus que pour les entreprises. Sur les entreprises, effectivement, nous pouvons être amenés à supprimer des contenus, mais qui ne sont pas des contenus de consommateurs mécontents ou d'ONG qui militent pour une juste cause. On va intervenir lorsqu'il y a des usurpations d'identité, des choses comme ça, qui vont nuire à l'entreprise au travers de ses dirigeants, par exemple. Donc, la suppression est quelque chose que nous réservons à des cas très très spécifiques. Ce qui est important, c'est culturellement, je pense que quand on parle des entreprises, petites ou grandes, ce qu'elles n'ont pas bien intégré à l'heure actuelle, c'est que d'une part, chacun est devenu un média, chacun va s'exprimer et peut donc jouer un rôle sur votre réputation, mais également elles n'ont pas intégré le fait que Julian Assange est apparu il y a de ça quelques années et que l'ère du secret a pris fin dans une très grande mesure. Le numérique permet de dupliquer, de copier, de diffuser des contenus et donc la culture du secret, voire du mensonge qu'avaient certaines entreprises qui essayaient d'enjoliver la réalité de leurs actions, est en train de finir. Et donc c'est important aussi dans l'accompagnement que l'on doit avoir vis-à-vis d'une entreprise de faire réaliser ça, de faire réaliser qu'il va falloir qu'ils aient une démarche plus éthique ou que sinon ils vont payer les conséquences sur les réseaux sociaux. Et juste un mot dans ce que vous faites, Yossimi, Alexandre Lalande. Alors évidemment, il y a un algorithme donc, pour pouvoir évaluer un petit peu à partir de toutes les sources d'information, la possibilité aussi de comparer avec la concurrence. Ouais. Alors ça, on l'a fait uniquement pour les entreprises pour l'instant, on le fera ensuite pour les personnes. Typiquement, c'est de voir effectivement qui est le plus visible, première chose, mais surtout qui est le plus visible où, sur quel canal, de manière à ce qu'ensuite, la personne en charge de la communication puisse actionner en se disant, bon, en fait, voilà, il y a une source, les vidéos par exemple, ou les réseaux sociaux type Facebook, sur lesquels on n'est pas assez présent par rapport à notre concurrence. Ça leur permet d'identifier leurs forces et leurs faiblesses. On a présenté ça un peu comme un jeu, un peu comme l'ancien Google Fight. C'est duo compare, c'est ça? C'est le duo compare. Enfin, compare, tout à fait. Et on l'a fait ludique parce que c'est vrai que c'est sympa et on identifie immédiatement en 10 secondes les différences entre les deux. Sur Google, ça prendrait beaucoup de temps parce qu'il faudrait éplucher une vingtaine de pages et puis aller sur chaque lien, etc. etc. On l'a bien compris, voilà. Il s'agit de contrôler son image, mais pas seulement, il y a d'autres enjeux derrière et surtout celui de communiquer différemment aussi. Donc on y reviendra après une nouvelle pause dans Paris d'avenir et le journal de l'économie sur BFM Business. Les entreprises prennent de plus en plus conscience des enjeux de l'e-réputation. Elles estiment qu'il faut